Si on demande aux entreprises comment elles se voient dans un an et qu'est-ce qu'elles feraient pour être bien dans un an, 32 seulement, hem, raisonnent en termes d'innovation. L'idéal, c'est quand même d'avoir un petit peu les 2 finalement, c'est d'être, de savoir aussi bien exploiter, que, explorer et comment est-ce qu'on peut faire pour, trouver, le bon équilibre, Wesley? Pour que ça soit encore là dans 10 ans, mais ouais, il y aura tellement de choses qui auront évolué de toute façon dans la technologie. On pourra inviter, tu me diras la radio le fait déjà, mais nos auditeurs en temps réel. Vous voyez qu'on a quand même des grosses idées d'innovation, hein, sur Systemator. On vous parle de pouvoir faire des Skype à plusieurs, tu vois? Ce genre de choses, quoi. Je trouve qu'on est quand même aware, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la musique pour des gens comme ça? Heu, dit comme ça fait méchant, mais Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous fait croire qu'on parle d'archéologie, mais en fait non. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. salut Seb, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoute, ça va très bien. Nous vous rappelons que si vous nous aimez, si vous aimez Systemator, si vous voulez le sauver, eh bien, il est en voie de disparition. Et donc, non, c'est pas vrai, mais il faut nous mettre quand même une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Notre objectif, Wesley, je l'ai décrété, je ne t'en ai même pas parlé, mais c'est que d'ici septembre, nous soyons à 50 évaluations sur Apple Podcast. Donc, si vous voulez nous aider, vraiment, vous pouvez faire partie de l'aventure. C'est formidable. Beau challenge et on compte sur vous. Voilà, c'est la phrase un peu, tu vois, tu sais, des enfoirés. On compte sur vous, donnez vos évaluations. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle du concept d'exploration versus exploitation. Wesley, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, je vais commencer par une image pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais bon, voilà, on connaît tous la définition d'exploration et d'exploitation. Mais ce concept, donc je vais donner l'exemple du restaurant. C'est lorsque, vous allez, dîner dehors, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous allez dans un restaurant que vous connaissez déjà et vous allez, commander, toujours le même plat, parce que pour vous, c'est une valeur sûre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Ou bien alors, vous allez changer de restaurant ou alors au sein d'un même restaurant, vous allez décider de tester quelque chose de nouveau. Vous allez prendre ce risque-là et c'est ce qu'on appelle l'exploration. Alors voilà, l'exemple du restaurant, c'est un peu pour les enfants. Nous, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi les entreprises qui placent leur curseur exploration, exploitation au mauvais endroit, donc trop d'un côté ou trop de l'autre, ont du mal à subsister longtemps. Et on va aller encore plus loin, pour adapter, ce concept à nous, les créateurs de contenu. Et justement, à ce propos, Systemator, c'est le fruit d'une envie, que Seb et moi-même avons eue d'explorer quelque chose de nouveau. Voilà, on en reparle, juste après la virgule. Parfait. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par définir un petit peu plus précisément ce que c'est avec des exemples. Wesley, tu vas être un peu notre guide spirituel pour cet épisode. Nous t'écoutons, guide. Spirituel et pragmatique, je l'espère, à vous de me dire si c'est clair. Alors l'exploration, ça a à voir avec le futur, avec le fait de prospérer, heu, de trouver de nouvelles choses. Les mots qu'on pourrait y associer, c'est la recherche, la découverte, le fait de créer des nouveaux produits, des innovations. Il est question de changer nos frontières, nos horizons et nos perspectives sur les choses. Si on prend, les grands héros de notre histoire, ce sont, quasiment tous des explorateurs. De Marie Curie à Pablo Picasso, en passant par Neil Armstrong ou, Leonardo da Vinci. Mais le truc, c'est que l'exploration, c'est très risqué. On connaît pas du tout les réponses, à nos questions. On s'aventure, vers l'inconnu, heu et voilà, c'est ça le grand challenge de l'exploration. De l'autre côté du spectre, on a l'exploitation et là, on est vraiment dans le présent. On est dans l'ici et maintenant.
L'objectif, c'est pas de prospérer, mais ça va être de survivre. Et l'idée, c'est d'exploiter le savoir qu'on a déjà afin de transformer le bon en mieux, de faire en sorte que ce qui marche déjà fonctionne encore plus efficacement. C'est le fait de pouvoir fabriquer des produits plus vite et moins chers, optimiser des process dans une entreprise. L'exploitation, elle n'est pas risquée à court terme. En revanche, elle le devient à long terme si on surexploite et si on fait toujours la même chose. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui sont mortes, qui ont implosé à cause de ça. Donc, si on regarde à court terme, forcément, on pense à survivre, donc on va vouloir exploiter. Mais si on se projette à long terme, on va vouloir explorer. Est-ce que c'est clair jusque-là déjà? Ouais, en gros, globalement, si tu cherches à innover, à aller faire de nouvelles choses, tu vas explorer, heu et exploiter si tu veux vraiment, OK, tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui marche, une formule qui marche en quelque sorte et tu vas, l'utiliser, et l'user jusqu'à qu'elle fonctionne, plus finalement. Absolument. Et je pense que ce concept, exploitation versus exploration, il est fondamental, crucial pour des créateurs comme nous et comme vous qui nous écoutez. Parce que justement, on est très souvent dans ce dilemme de: «Ah, est-ce que je dois faire ce qui marche déjà et assurer mes arrières? Ou est-ce que je dois sans cesse explorer et tenter des nouvelles choses?» Donc on va évidemment trouver des réponses à nos questions aujourd'hui. Un exemple qu'on peut donner, c'est celui des enfants, hein. Quand on était plus jeune, on adorait explorer à longueur de journée, être toujours dans la découverte, dans cette espèce de fascination pour le monde. Alors que lorsqu'on a commencé à grandir, eh bien, on a arrêté d'explorer parce qu'on avait plus de savoir, plus de connaissances justement à exploiter. Et c'est la même chose pour les entreprises. On le voit souvent, des startups qui vont disrupter leur marché, vont être super innovantes, mais heu, au fur et à mesure qu'elles vont grandir et maturer, eh bien, elles vont devenir plus compétentes et en général moins innovantes, moins dans l'exploration. Et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de chefs d'entreprise, enfin de grandes entreprises et plus petites, hein, d'ailleurs. Heu, comment, comment diriger son entreprise et la réinventer en même temps? L'idée, c'est de transposer cette question à nous, encore une fois, à l'échelle à laquelle nous sommes. Et un autre exemple, parce que je me suis inspiré d'un TED Talk pour construire le contenu de cet épisode. Le mec disait que seulement 2% des entreprises arrivent à faire les deux en même temps. Et lorsqu'elles le font, le gain est énorme. Il a donné quelques exemples. Nestlé qui a créé Nespresso, Lego qui s'est mis à faire des films d'animation, Toyota qui a commencé à concevoir les hybrides, ou encore Unilever qui est parti dans le développement durable. Et c'est vrai que là, on est en format podcast, on n'a pas de vidéo, pas d'image, mais imaginez-vous deux cercles qui s'entrecroisent au milieu, euh, avec donc l'exploitation d'un côté, l'exploration de l'autre, et l'entrecroisement des deux, c'est là où on veut être justement. Euh, Dans l'exploitation, on va être court terme, alors qu'on va être long terme dans l'exploration. On va être dans l'efficacité, l'efficience, alors qu'on va être dans l'innovation de l'autre côté. On va être dans la discipline du côté de l'exploitation. C'est très important d'être discipliné. En revanche, quelqu'un qui est dans l'exploration, il va être plus flexible, il va avoir cette capacité à s'adapter. Dans l'exploitation, on va avoir cette clarté au niveau de la direction qu'on prend. Côté exploration, on va être dans l'empowerment, se sentir puissant, voire grand, ne pas avoir de limites. Et enfin, dans l'exploitation, on va avoir un focus interne et axé sur la productivité, tandis que dans l'exploration, on va avoir un focus externe, donc sur le monde, et axé sur la croissance. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que les grosses boîtes aujourd'hui, souvent ont été fondées par, un entrepreneur, quelqu'un qui a vraiment eu cette envie, d'explorer de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux horizons, qui s'est dit que,
tout est possible en quelque sorte et qu'on peut vraiment rebattre les cartes entières d'un secteur d'activité. Et une fois que la boîte fonctionne super bien, c'est limite si on met pas le mec à la porte parce qu'il pose problème et qu'on va mettre un gestionnaire à la place, quoi. C'est Ouais. un peu ça. C'est arrivé de nombreuses fois et c'est ce qui est arrivé notamment Steve Jobs à l'époque aussi, je crois, lorsqu'il s'était fait virer d'Apple, par exemple. C'est un exemple très, très connu de ce genre de cas où le gars voulait tout le temps aller sur de nouvelles choses, quitte à ce que ce soit finalement déficitaire, puisque forcément, quand tu explores, bah, tout ne va pas fonctionner. Et au contraire, et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Wesley, mais quand tu explores, tu as quand même beaucoup, entre guillemets, de déchets, même si les choses t'apportent quand même des choses, mais tu as beaucoup de choses que tu vas acheter, de gribouillage, de tests. Absolument, ça me fait penser au département, recherche et développement, la R&D, hein, comme on dit, des grandes entreprises. Et il y a énormément de fonds qui sont, alloués à la recherche, à l'innovation, et il y a énormément de déchets. Mais il suffit qu'il y ait une idée qui prenne, heu, là, tout de suite, on est à un autre niveau. Donc ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ça vraiment, ça fait partie du jeu. Hem Et c'est un savant mélange entre, alors là, on va pas revenir à la pizzeria avec le choix de: est-ce que je prends ma margarita comme d'hab ou est-ce que je prends la pizza avec, plein de plein d'options? Mais, mais ouais, dans la vie, même dans la vie de tous les jours d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que je fais ce qui marche d'habitude, ce dont je suis certain, ou est-ce que je vais tenter quelque chose de nouveau? Et il y aura de ce risque effectivement de déchets dans l'exploration, mais c'est aussi là qu'on va pouvoir, faire des très grandes choses. Donc c'est un dosage, hein, c'est vraiment un dosage. C'est d'ailleurs la conclusion du TED Talk, et je suis, parfaitement d'accord. Et selon moi, il doit y avoir quand même davantage d'exploitation. Vraiment, l'exploitation, c'est ce qui fait tourner le moteur, tu vois, en mode Ouais. systémateur, heu au quotidien. Et l'exploration, c'est quelque chose quand même qu'on doit mettre sur la table, hem, régulièrement aussi, peut-être pas tous les jours, mais le faire, je sais pas, une fois par semaine, et avoir cette vision à 25 ans. Si on essayait un petit peu de transposer ça à nous, par exemple sur Systemator, est-ce qu'on pourrait pas, tu vois, séparer les trucs en 2? C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait aujourd'hui dans Systemator, de l'exploration, même si le podcast est quand même relativement récent, bien sûr, mais qu'est-ce qui serait de l'exploration et qu'est-ce qui serait de l'exploitation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un Mmh, travail qu'on pourrait faire là tout ouais, de suite? absolument. Hem, Bah, l'exploitation, c'est qu'est-ce qui permettrait au podcast de survivre dans les prochaines Ouais. semaines? Nous mettre une évaluation à Très 5 étoiles, important. j'en profite. Heu, Continuer à publier nos épisodes, donc c'est assurer l'essentiel, en se donnant rendez-vous chaque semaine pour enregistrer. Voilà, c'est ça, en fait. En fait, Hem, actuellement, c'est ça on a des l'exploitation. processus mis en place, en fait, on a mis en place pas mal de processus pour Systemator. Par exemple, la préparation des épisodes. On clique sur 2 boutons et on a déjà tout le plan et après on a juste à modifier deux trois choses. Et ça, on l'a fait au début et maintenant on n'a plus à le faire et en fait, ça nous fait gagner un temps monstrueux. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais quand on le fait, mais on gagne vraiment beaucoup de temps parce qu'on sait exactement où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut remplir, les zones à changer et cetera. Pareil, on sait, qu'on enregistre, tel jour à telle heure. Des fois, on modifie, mais tout est planifié dans nos agendas. S'il y a un problème, on a juste à aller sur l'agenda et bouger la date et ça le bouge pour l'autre aussi. Toutes ces choses-là. On a une idée de thème, là-dessus qu'on réutilise. Donc on prend, dans la liste des thèmes, on prend, bah, voilà, la semaine prochaine, on va parler de telle chose. Ça, effectivement, ça peut être plus de l'exploitation puisqu'on a déjà mis en place ça et finalement, maintenant, c'est facile, en quelque sorte, d'aller, de faire ça. Et peut-être que l'exploration, va être plus être les choses un peu prises de risque. Par exemple, la semaine dernière, on vous a parlé du livre Écriture de Stephen King, où là, on a vraiment décortiqué un livre. D'ailleurs, on l'avait avec Wesley, on l'a préparé différemment, hein, le podcast. On se posait la question, ouais, qu'est-ce qu'il faut Ah garder? ouais. C'était dur comme exercice, quoi. Qu'est-ce qu'il faut garder dans le livre? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? On a tout listé. Mine de rien, ça nous a pris beaucoup plus de temps que faire les autres épisodes, surtout qu'en plus, il fallait lire le livre. On a eu aussi les interviews, l'interview de David David précédemment. Comment est-ce que tu peux faire plus de promos? Est-ce qu'il faut faire des articles à droite à gauche? Comment il faut compléter les épisodes, etc. Et au final, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on doit encore exploiter parce que certes, on a mis en place des processus, d'où l'idée du systémateur aussi, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont faciles à faire. Maintenant, en épisode, c'est quand même relativement simple à faire. On sait exactement ce qu'on a à faire en Mmh. 3 clics. Et par contre, on doit se réinventer et trouver des idées pour pouvoir faire en sorte, enfin, c'est même pas se réinventer, c'est juste s'inventer en fait finalement, pour faire en sorte que le Ouais. podcast décolle en termes d'audience. Et ça, pour le moment,
c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore tout à fait les réponses et sur lesquels on n'a pas encore eu le temps de vraiment se poser là-dessus, quoi. Ouais, c'est marrant parce que dans le TED Talk, le speaker donne l'exemple typiquement des groupes de musique qui vont toujours chanter la même chanson ou qui vont en avoir deux ou trois dans leur répertoire. Au début, ça le fait bien, c'est un tube, ça marche, mais au bout d'un moment, ça devient ringard, ça devient dépassé et bah, ça mène à l'échec, quoi. Ça ne Ouais, ça va fonctionne très plus. vite. D'ailleurs, je pense que pas mal pas mal de personnes à qui j'ai parlé, là, qui font de la musique, me disent que, ouais, ils produisent, très, très, très régulièrement parce que, justement, ils ont besoin, c'est limite, tu as fait un morceau, mais il faut pas s'arrêter là, il faut faire un autre derrière, quoi. Sinon tu voilà, donc Je te toi, le c'est confirme. pareil aussi, de ton côté, j'imagine? Ouais, ouais, ouais. Et effectivement aussi un autre exemple qu'il donne, c'est alors je sais plus, je me souviens plus du nom d'entreprise qui est trop dans l'exploration et qui meurt prématurément. Mais en tout cas, des entreprises qui sont trop dans l'exploitation. Bah, il le donne pas, mais il y a l'exemple que j'ai en tête de Blockbuster. C'est ça, c'était un peu l'ancêtre de Je Netflix, connais pas, mais qui proposait des DVD. Je crois que ça s'appelait Blockbuster, des DVD à la location. Et quand Netflix a commencé à arriver, en tout cas ces nouveaux services, Blockbuster n'y a pas cru. Ils ont continué à vouloir vendre du hardware, hein, du DVD. Et aujourd'hui, ouais, ils sont c'est plus ça. là, quoi. Mais ça va même plus loin parce que je crois que Netflix existe depuis longtemps et ils faisaient aussi ce système, d'envoi par la poste. C'est ça, en fait. Je crois que justement, eux, ils ont réussi C'est à, ça. à, à Ils faisaient muter, en quoi. fait ce Ouais. système d'envoi par la poste des DVD et puis du jour au lendemain, ils ont arrêté et les gens c'était le chaos, quoi. Genre, les gens ils hurlaient, quoi. Ils étaient en mode: «Mais vous pouvez pas arrêter, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va devenir?» Et vraiment, tu vois, il y avait ce changement de paradigme que Netflix a senti et qu'au final, ils ont eu enfin, l'histoire prouve qu'ils ont eu totalement raison de faire ça, qu'ils étaient en avance là-dessus. Mais à l'époque Mm. où ils ont fait ce changement, mais c'était une catastrophe, quoi. Tu vois, là, les gens étaient désemparés, quoi. C'était un petit peu ça, Ouais. le truc. Et un autre exemple auquel je pense, ça me fait penser à cette histoire d'exploration versus exploitation, c'est bah, sur YouTube, en fait. Sur YouTube, tu as tout le temps des gens qui vont essayer des choses et certains d'entre eux vont, par la force des choses, vont réussir à inventer presque un nouveau format, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui n'était pas vu ailleurs. Moi, j'ai l'exemple de Gus DX, qui est un YouTuber qui a, je crois qu'il a plus de 500 000 abonnés, qui a fait de la chasse qui fait de la chasse aux fantômes euh, IRL. Et donc, il a une espèce de caméra. Il a deux caméras. Il a une GoPro qui est fixée sur lui, plus une caméra qui va filmer un peu le reste. Il a plein d'accessoires. Et bon, ça, il s'est inspiré de pas mal de choses. Il s'est inspiré notamment des émissions de chasse aux fantômes qu'il y a habituellement à la télé. Mais il s'est inspiré aussi d'une autre émission qu'il a créée précédemment sur le jeu vidéo Minecraft, parce qu'avant il était sur ce jeu-là. Et pareil, sur ce jeu, il était hyper créatif. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs grâce à lui que je me suis lancé dans la vidéo assez sérieusement, je pense, en 2011. Et voilà, et c'était assez intéressant là-dessus. Et donc, une fois qu'il a trouvé ce format-là, il va justement l'explorer, enfin l'exploiter, pardon. Mais on a aussi autre chose, c'est que on n'est pas forcément obligé de réinventer la roue. Et il y a aussi des personnes qui vont prendre ce format-là, par exemple le format de Gus, et qui vont le faire à leur sauce à eux, qui vont justement prendre ce concept et d'explorer et l'exploiter pardon et faire la même chose. Je vais y arriver. Et faire la même chose et au final ça va finir par Oui. marcher parce que tu as l'effet de tendance et autres et voilà. Alors après du coup c'est pas les number one, ils seront toujours un peu derrière et tout, mais d'un autre côté si ça permet de vivre aussi de ce qu'on veut, bah tu vois c'est une question à se poser quoi. Est-ce que finalement je vais avoir mon petit truc tranquille, vivre de ça et avoir ma petite audience tranquille, ou est-ce que je vais être la personne qui a inventé le concept dont tout le monde va parler? C'est difficile un petit peu, hein. Absolument. Ça dépend, effectivement, ça dépend des ambitions de chacun et des aptitudes aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un explorateur comme les grands noms que j'ai pu citer. Voilà, les gens qui ont changé la face du monde en découvrant un vaccin ou l'avion. Voilà, le mec, je suis tombé dessus ce matin. Je pense Enfin, que bref. ça peut aider des gens. Je sais pas encore trop comment, mais. Mm. Bah alors du coup, l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu les deux finalement, c'est d'être, de savoir aussi bien exploiter que explorer. Et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le bon équilibre, Wesley? On peut se poser la question inverse, c'est comment est-ce qu'on ne trouve pas l'équilibre et pourquoi c'est aussi difficile de trouver l'équilibre.
Déjà, un premier piège que mentionne le gars du TED Talk, c'est de vouloir changer trop vite de système avant de laisser une chance à notre idée. Donc, on veut explorer quelque chose et au bout de 2 semaines, on va se dire, ah, mais ça marche pas, je vais tenter autre chose. Alors que on n'a même pas pris le temps de mesurer, d'avoir un retour fiable sur OK, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, ne pas se précipiter. Quand on est dans l'exploration, ça demande du temps. On voit à long terme, donc ça ne va pas donner des résultats immédiatement. Un autre piège, c'est celui du succès. D'ailleurs, il y a l'adage on ne change pas une équipe qui gagne, hein, qu'on connaît tous. Et effectivement, il fonctionne, mais jusque dans une certaine mesure. L'idée, c'est d'apprendre à être sceptique du succès. Je dis ça pour le meilleur, c'est-à-dire quand ton équipe gagne, c'est cool. Mais comment est-ce que tu peux faire pour qu'elle gagne dans 25 ans ou Même l'année même prochaine, quoi. dans 5 ans, même l'année prochaine. Et ce sera peut-être pas la même recette parce que regarde ce que font les autres équipes. Peut-être qu'ils sont en train de recruter d'autres joueurs. Peut-être qu'ils sont en train de les doper. Peut-être qu'ils sont en train de... non, plus sérieusement. Non, mais je sais pas, de changer Ouais, leur de, process. de faire d'une Donc, autre façon, en fait. Eux sont en train d'explorer de nouvelles choses. ouais, c'est Et ça. toi, tu veux exploiter parce que tu as C'est trouvé ça, en quelque chose fait. qui fonctionne, tu as une équipe qui marche bien, tu as une bonne cohésion entre les gens. Mais du jour au lendemain, ça peut aussi Mm. s'arrêter. Donc, est-ce que tu surexploites ton équipe et jusqu'à qu'elle perde tout, en fait, et qu'elle devienne un peu la risée un petit peu du truc ou est-ce qu'au contraire, tu essaies de quand même trouver une façon de réinventer un petit peu ça, mais c'est vrai que le risque est grand aussi. Ouais. Ouais. Il mentionne également le fait d'anticiper les crises. Et c'est ça l'idée, c'est que lorsque tu es toujours un peu dans l'exploration, tu, tu sais que de toute façon, il va y avoir une récession, il va y avoir une crise, et tu l'avais anticipé. Et de ce fait, tu amortis les chocs beaucoup mieux. Donc, inviter le challenge au sein des équipes. Encore une fois, là, tout ce que je dis, ça, c'est transposable hein, pour nous en tant qu'entrepreneurs ou créateurs de contenu ou artistes. C'est ouais, toujours se challenger, se lancer des défis et pas tomber dans le mode autopilote seulement. C'est bien d'être en mode autopilote, c'est-à-dire je fais ce qui marche, je me pose pas de questions et aujourd'hui, ok, mon programme c'est ça. Et moi, je me rends compte que hier, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé avec mes cycles de travail. J'étais en mode autopilote, ok, préparer le podcast de demain, la musique, ok, promotion musicale, faut que je fasse ça. Et j'ai fait voilà, une journée qui était efficace, tu vois, qui était efficiente aussi. Et l'astuce ultime que donne le speaker, c'est de penser à plusieurs échelles de temps à la fois. Il dit que si on demande aux entreprises comment elles se voient dans un an et qu'est-ce qu'elles feraient pour être bien dans un an, 32% seulement euh, raisonnent en termes d'innovation. Alors que si on leur demande de se projeter dans 10 ans, il y en a 71%, c'est-à-dire plus du double, qui vont raisonner en termes d'innovation. Et selon toi, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. En tout cas, c'est moins que 71%. C'est-à-dire que plus on demande, si toi, on te pose la question, OK, comment tu vois Systemator dans 10 ans, eh ben, tu auras des réponses très différentes de si je te pose la question, comment tu vois Systemator dans un an ou dans 6 mois. Et c'est vrai, parce que si on se dit dans 10 ans, déjà, tu te dis, putain, ça existe encore. Pour que ça soit encore là dans 10 ans, mais ouais, il y aura tellement de choses qui auront évolué de toute façon dans la technologie, dans le monde autour de nous. Ah ouais, peut-être que ce sera, j'en sais rien, un podcast qui se fera avec des hologrammes, ou peut-être que on pourra inviter, tu me diras, la radio le fait déjà, mais nos auditeurs en temps réel. Peut-être qu'on pourra, enfin, je veux dire, et peut-être converser à plusieurs. Je sais pas, tu vois. Peut-être qu'on va pouvoir interviewer des gens. Et vous voyez qu'on a quand même des grosses idées d'innovation sur Systemator. On vous parle de pouvoir faire des Skype à plusieurs, tu vois, ce genre de choses, quoi. Je trouve qu'on est quand même aware, tu vois, quelque sorte. Mais ça ne s'appellera plus Skype. Exactement. Ça ne s'appelle déjà plus Skype. Bien vu. Donc, en conclusion de cet épisode, j'ai envie de vous poser 2 questions en tant que créateur de contenu ou freelancers ou entrepreneurs. La première question, c'est dans quel domaine,
dans quel domaine est-ce que je risque de tomber dans le mode autopilote? Quels sont les domaines dans ce que je fais, hein, qui mériteraient d'être défiés, d'être challengés? Est-ce qu'on peut se poser la question peut-être pour Systémator? Ou toi même Sébastien, je sais pas, dans tes activités en parallèle? Effectivement, d'un point de vue, sur Systemator, l'autopilote, c'est un peu OK, on prépare l'épisode, on enregistre, à peu près toutes les 2-3 semaines, je fais les montages des 3 épisodes précédents qu'on a tournés. Comme ça, après, ils sont prêts, je prépare les publications et voilà, quoi. Versus, ouais, la promo après, c'est pareil, tu vois? C'est surtout, ouais, on poste sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, puis finalement, on va épuiser, très vite, le potentiel nombre de personnes qu'on peut avoir qui peuvent être intéressées par l'émission. Et donc, là où il y a vraiment de l'exploration à faire, c'est sur la façon de promouvoir le podcast, je pense. Comment est-ce qu'on peut faire parler de lui? Comment est-ce qu'on peut amener de nouvelles personnes à en parler, etc. Quoi. Comment on peut développer un peu l'audience là-dessus. Je pense que c'est surtout ça sur lequel on doit se poser la question, tu vois, de Mmh. l'exploration, quoi. Ouais, je dirais que c'est plus effectivement au niveau de la promotion pour nous en ce moment, sachant que le podcast est tout frais, et c'est pas enfin, je pense la manière dont on crée les épisodes pour l'instant, on n'est pas, on est loin de s'essouffler, Ouais. tu vois? Ce que je veux dire? Si on avait un podcast à déjà 100 épisodes et que c'est toujours le même format, peut-être qu'on cette question-là se poserait davantage. Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quand la dernière fois que vous avez exploré quelque chose de nouveau et quel effet est-ce que ça a eu sur vous? Toi, Wesley, ça serait quand, par exemple? Heu, je vais en parler dans le truc de la semaine et c'était OK. hier. Ouais, je vois. Et je pense que, ouais, Wesley et moi, je pense qu'on a un peu la même chose. C'est-à-dire que, on a un peu ce truc où, pas peut-être qu'on surexplore, mais presque, en fait. J'ai l'impression personnellement, tu vois, d'avoir vraiment pris cette habitude, ce rythme de vraiment, me former très régulièrement, apprendre de nouvelles choses, heu, me challenger souvent. Par exemple, l'apprentissage de l'anglais, par exemple. Pour moi, tu vois, ça, c'est un truc où j'explore quelque chose où je suis mauvais et il faut que je devienne meilleur dedans. Le coaching aussi, en ce moment, je suis coaché par quelqu'un. C'est pareil, je suis allé parce que je veux frontalement régler des choses, essayer d'améliorer aussi mon projet et de m'améliorer tout simplement. Et c'est pareil, tu vois, c'est des choses où je me dis, bah, ça me permet d'ouvrir de nouvelles pistes, d'aller ouvrir de nouvelles portes et de voir un petit peu ce que ça va donner, quoi. Ouais, ouais. J'ai envie de mettre une nuance dans ce que tu dis. Enfin, c'est pas une nuance dans ce que tu dis, mais de bien préciser les choses. Lorsqu'on parle d'une grande entreprise qui a une mission, tu vois? Ils ont leur mission, noir sur blanc, en tout cas, ils vont avoir une idée de leur direction, de ce qu'ils ont envie de changer dans le monde et finalement, le moyen de le faire, il va évoluer avec la technologie, tu vois? Et avec les mœurs des gens et cetera. Mais c'est pas le plus important, le moyen. Ce qui compte, c'est leur mission et leur vocation, enfin, on appelle ça comme on veut, de comment ils ont envie de changer le monde. Pour nous, en tant qu'indépendants, le risque, je trouve, c'est aussi le risque pour une grande entreprise, mais le risque pour nous, c'est de vouloir explorer des choses parce que la frontière, si tu veux, à la différence d'une grande entreprise qui est une personne, morale, alors que nous, nous sommes des personnes physiques, c'est que la personne morale, elle a sa mission, point barre, tu vois? Si c'est bien défini. Nous, en tant que personne physique, la frontière entre le temps travaillé, on va dire professionnel et le temps privé, on n'est pas censé travailler, elle est parfois floue, elle est Mmh. parfois très mince. C'est vrai, c'est vrai. Et donc le risque, c'est de vouloir, et je parle en mon nom propre, hein, de vouloir explorer tout et n'importe quoi, ou en tout cas beaucoup de choses, et finalement de perdre de vue sa boussole, heu, quelle qu'elle soit. Et d'où l'importance de se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde?» même à mon échelle, tu vois? À travers ce que je fais. Mmh. Parce que si on veut commencer à apprendre, tu vois, moi aussi j'aimerais apprendre le portugais parce que voilà, j'ai envie de vivre à Lisbonne maintenant, c'est décidé. J'ai envie d'apprendre, je sais pas, de lire plus par exemple, même sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec, avec ce que la musique par exemple. Hem,
Et c'est important de le faire aussi, tu vois? C'est vraiment important. Mais c'est important également de rester sur les rails et de se dire: «OK, si j'ai envie de réussir», par exemple, toi, ce serait, avec ta chaîne YouTube ou, dans le coaching. Moi, ce serait dans la musique, par exemple, ou dans l'écriture. C'est comment je divise mon temps et mon énergie et mon focus. Ouais. En fait, je pense que c'est des grosses questions qui se posent, surtout quand tu commences à grossir. Mais au départ, je pense que l'exploration est obligatoire. En quelque sorte, quand on commence, Mmh. on est obligé de tâtonner, de regarder, de faire pas mal de choses. Moi, j'ai un peu ce sentiment, tu vois, là, ça va faire 3 ans, hein, bah, je crois que, dans 2 jours, à l'heure où on enregistre, donc le 5 juillet, ça va faire 3 ans que j'ai lancé ma boîte et Ouais, bravo. du coup, je me dis: «Bon, là, c'est vraiment là où enfin, il y a 2 mois, là, où je me suis dit: «OK, maintenant j'ai regardé, j'ai essayé plein de choses pour savoir un peu ce qui me plaisait. Maintenant, je veux vraiment construire quelque chose de long terme, de durable et faire en sorte que ça fonctionne, quoi». Et je pense que l'exploration est hyper importante au début parce qu'on a beau te donner tous les meilleurs concepts, possibles, si tu pars un peu de zéro, ce qui était mon cas, tu ne sais rien, en fait. Tu as besoin de tout Ouais, apprendre, c'est vrai. de commencer un peu de zéro et en plus, tu as plein de choses, comment dire? Tu vois, par exemple, ton rapport au temps, dans le sens où quand tu as, toujours, été, soit à l'école ou après un peu salarié, bah, tu as l'habitude de te dire: «OK», tu fais un nom ou tu vois tes parents, par exemple, qui sont pas entrepreneurs, tu vois? Forcément et qui tu vois tes parents faire un nombre d'heures et être payés pour ce nombre d'heures, tu vois? Et ben, ça, Ouais. c'est mentalement, même si tu le sais que, le temps que tu passes au travail n'est pas corrélé à ton temps, mentalement, putain, ça prend du Ouais. temps, quoi, à faire le shift, à te dire: «Ah ouais, en fait, c'est possible de, gagner 3 fois plus ou 10 fois moins, en 1 heure de travail, et C'est ça. et pour beaucoup de gens, en fait, tu te rends compte que, tu as ce côté, «Waouh, mais comment c'est possible?» Tu vois, je donne des cours, dans un centre de formation. À un moment, on a parlé un petit peu d'argent avec les gens et je leur avais dit combien je gagnais, par jour, de cours et ils étaient choqués. Je leur fais: «Ouais, mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est que je donne pas des cours tous les jours, donc j'ai pas cette somme-là tous les jours. Il y a pas la Ouais. sécu, c'est, un peu plus flou, la retraite, tu as rien, le chômage, tu as rien et cetera et cetera et du coup, tu vois, c'est un peu ce truc où, ouais, tu as pas mal de C'est shifts à ça. faire là-dessus et l'exploration, en fait, te permet d'ouvrir tes horizons, te permet de voir ce qui est possible, d'essayer des choses et puis après, une fois que tu as, déjà testé, parce qu'il faut pas surexplorer et ne jamais rien mettre en place, bien sûr. Il faut toujours quand même, poser des actes, faire des choses, mais petit à petit, tu vas voir des choses qui te plaisent, je pense que c'est surtout pour moi, c'est vraiment ça, en fait, l'idée. C'est regarde explore, teste et vois ce qui te plaît et ensuite tu peux exploiter parce que tu sais un peu plus déjà ce qu'il faut faire, tu as pris d'expérience et en plus tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui vaut le coup pour toi en tout cas de passer du temps dessus, quoi. Non, c'est génial ce que tu dis et on en revient à ce qu'on expliquait au début de l'épisode, avoir ce mindset d'un enfant qui explore, et une fois que cet enfant, devient adulte ou en tout cas grandit, qu'il a des compétences et des connaissances, il peut les appliquer et donc les exploiter ce qu'il sait déjà. Mais effectivement, si tu ne sais rien, bah, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, quand je dis tu ne sais rien dans un nouveau domaine, par exemple. Hem Et voilà, tout simplement, quoi. C'est la clé, c'est de trouver l'équilibre. C'était un petit peu la conclusion du TED Talk et moi, j'ai retranscrit ça en mode, la distinction entre travailler sur son business, to work on my business. Donc là, on est vraiment dans l'exploration. C'est, vraiment dézoomer, sortir de son business et de se dire: «OK, je vois ça de loin, à long terme, comment je travaille sur mon business versus travailler dans son business» et là, on retourne à l'intérieur et on est focus dans la cabine et on exécute finalement. C'est ça, c'est trouver la juste part d'exécution et la juste part Ouais. d'innovation. Mais si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille, l'épisode qu'on a fait avec, David David parce qu'en fait, une fois que vous aurez écouté cet épisode sur l'exploitation, l'exploration, si vous réécoutez, l'interview qu'on a eue, la discussion qu'on avait avec David, il y a pas mal de choses qui font sens. Dans le sens où, justement au début, quand ils ont lancé leur projet sur YouTube, ils avaient rien à perdre, quoi. Ils sont passés 1er numéro 1, ils ont tout tenté, ils ont innové sur plein de choses, ils sont allés très, très vite et puis, dès qu'il y avait des enjeux en route,
enfin des enjeux, on va dire, dès qu'il y avait, des choses à perdre après, bah, c'était plus compliqué de faire bouger le reste de l'équipe. C'est-à-dire que, c'était encore une start-up, Ouais, c'est-à-dire ouais. que tu sais que la boîte, bah, potentiellement dans 1 an ou dans 3 ans, bah, elle est fragile et tu peux pas trop se projeter parce que dans ce milieu, c'est compliqué. Et donc, tu as besoin de continuer à innover, à réfléchir, à modifier ton business model, à aller chercher de nouvelles opportunités et tout ça. Le problème, c'est que quand tu as des choses qui sont en place, bah, tu peux te satisfaire de ça et te dire: «Ah non, mais moi, j'ai pas envie que ça change» ou autre. David nous avait parlé de ça et je vous conseille avec, après cet épisode, si vous ne l'avez pas encore fait, d'écouter cette interview qu'on a eue avec David de David, puisque je pense que vous pourrez l'avoir, écouter d'une autre façon, un peu avec ce regard-là. Ouais, ouais. Voilà, donc on arrive à la fin, de cette explication, de cet épisode. On va passer au truc de la semaine. Mais avant tout, Wesley, il doit se passer quelque chose de très important. Eh bien, exactement, mon cher Sébastien, nous allons, très aimablement vous demander de vous diriger vers, la grille de notation de votre, plateforme de podcast préférée. On pense notamment à Apple Podcast, mais on n'est pas raciste. Heu et d'exploiter justement, la possibilité de nous mettre 5 étoiles pour aider ce podcast justement à explorer davantage dans le futur. Merci à vous. Voilà, et vous pouvez même explorer la partie commentaires aussi, et explorer le site systemator.tech si vous le souhaitez. C'est très important. Sachez que si nous atteignons notre objectif, nous arrêterons de vous saouler avec ça toutes les semaines. Donc, c'est aussi pour votre bien si vous voulez, enlever, 10 minutes à chaque fois de ce podcast de promotion. Eh bien, vous savez comment faire. On compte sur vous encore une fois. Voilà, passons maintenant au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, mon truc de la semaine, il correspond parfaitement à la thématique qu'on a traitée aujourd'hui. Bon, je vais vraiment la raccourcir l'histoire, mais j'ai suivi une formation de marketing musical, hem, dispensée par, une certaine Leah McHenry et elle t'enseigne à, vraiment trouver ta niche musicale, ta même micro-niche, micro-niche, elle dit en anglais, bien connaître ton audience et ensuite, voilà, tout le système, comment, voilà, comment tu pars de ta musique, et comment tu ensuite arrives à la vendre en, trouvant tes fans sur Facebook. Tu fais de la publicité Facebook, tu vas, faire grandir ta liste email et cetera et cetera et justement, en ce moment, je enfin, je suis toujours abonné à sa newsletter et elle propose un tu sais, une petite série d'exercices en 7 jours et tu as un exercice par jour. Alors moi, je le fais à mon rythme, hein et là, le 2e jour, c'était apprendre à, connaître son audience et l'exercice qu'elle proposait, c'était, d'aller, feuilleter des magazines. Alors moi, je l'ai fait sur internet, mais c'est encore mieux de le faire en physique. Des magazines et pas forcément des magazines musicaux, en lien avec le persona qui écouterait notre musique, avec l'avatar qui écouterait notre musique. Donc moi, je suis allé, heu, j'ai commencé à fouiller sur Google et sachant que je fais de la musique électronique mélangée avec des influences de musique du monde, j'ai pensé tout de suite à National Geographic, je pense que tout le monde connaît, les documentaires, animaliers et autres et ils ont un très beau site web d'ailleurs et je suis allé voir parce que tu peux voir des extraits de magazines et elle posait donc un certain nombre de questions et en répondant à ces questions, eh bien, on visualise beaucoup plus facilement, notre audience. Par exemple, quelles sont les couleurs qu'on va retrouver dans le magazine? Quelles sont les thématiques qui vont être traitées? Hem, quels sont les annonceurs? S'il y a des publicités évidemment dans un magazine, il y en a toujours quasiment. C'est des publicités sur quoi? Et en répondant à ces questions, eh ben, j'ai pris une claque. Je me suis dit: «Ah mais d'accord, mon audience» alors je sais pas si c'est mon audience réelle ou si c'est ce que j'aimerais qu'elle soit, mais et pourquoi je parle du lien avec la thématique du jour, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'étais en mode exploitation, c'est-à-dire, ouais, je vais aller, contacter de nouveaux potentiels fans, potentiels super fans, hem, en pensant savoir qui c'est
et en réalité, je me trouve face à des personnes qui habitent, dans des pays, en voie de développement, donc bah, qui ont pas, un très gros pouvoir d'achat sur le web, tu vois? Pas un très gros budget, je pense, à allouer à la musique, tu vois? Hem Et en allant faire ma recherche de magazines, alors j'en ai trouvé d'autres, hein, que National Geographic, je me suis dit: «Ah oui, c'est si ma musique», parce que c'est ça la question qu'elle pose initiale, c'est: «Si votre musique devait être la bande son d'un magazine», alors faut imaginer le concept, pour quel magazine ce serait? Et et là, tout de suite, je me suis dit: «OK, il y a cette partie-là de ma musique, peut-être un peu moins commerciale, un peu plus justement dans, ouais, le côté, ethnique, musique du monde», tu vois? Heu, qui, hem, qui je pense résonnerait avec une audience un peu plus «haut de gamme» entre guillemets, qui va s'intéresser, voilà, à la science, au voyage, mais dans le sens, tu vois, culturel du terme. Et je dis pas forcément que j'ai trouvé mon audience, parce que c'est un travail de longue haleine et l'idée, c'est vraiment d'aller en profondeur. Mais en tout cas, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives et c'est un truc que je voulais dire, juste avant le truc de la semaine, c'est que lorsqu'on est trop dans l'exploitation, sans avoir exploré de la bonne manière, on part sur des mauvaises bases. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux absolument exploiter en disant: «Non, mais je prends la première sortie à droite, fous-moi la paix, je prends la première sortie et dès que je peux exploiter, j'exploite parce qu'il me faut de l'argent», et ben, le problème, c'est qu'on se met dans le doigt dans l'œil parce qu'on on va aller par exemple vers une audience qui ne sera soit pas solvable ou soit qui sera pas réellement intéressée par ce qu'on fait. Ça va bloquer quelque part. Alors que si on prend le temps, encore une fois, de se demander: «C'est quoi mon concept? C'est quoi ma marque?» Tu vois? C'est ça aussi la question qu'elle posait dans cet exercice, l'IA. C'est, heu, une marque, c'est quelque chose d'intangible et pour comprendre quelle est ta marque, eh bien, tu dois explorer de nouveaux univers et voir un peu comment, bah, là, par exemple, des magazines ou je sais pas, une émission de télévision ou une tendance, tu vois? La nouvelle tendance, elle parle, par exemple, par rapport à sa musique, des Vikings, tu vois? Parce qu'elle est dans l'univers un peu, médiéval, fantastique, et le fait d'explorer tout ça, ça permet de comprendre comment s'articule la culture autour d'un genre C'est musical. super intéressant parce que, en fait, c'est une technique que tout le monde peut appliquer presque. Parce qu'en fait, les magazines, bon déjà les magazines, on sait que le marché est chaud quoi en ce moment, c'est quand même compliqué quand tu as un magazine, de vendre Mmh, mmh, mmh. toutes les semaines, tous les mois ton numéro. Ça perd en part de marché ou autre mais par contre, ils ont du coup fait ce travail de marketing en fait, et à plus grosse échelle que ce que tu peux faire toi, tout seul dans ta chambre quoi. Donc c'est assez intéressant là-dessus. J'ai remarqué d'ailleurs que pour avoir consommé des magazines, bon c'était alors je crois que c'est peut-être en 2015, 2016, la dernière fois que j'ai acheté des magazines, mais j'ai remarqué quand même que le contenu était vachement poussé quoi maintenant. C'est-à-dire que alors après tu as les trucs de news ou autres, mais moi j'avais pris par exemple, tu sais, des magazines spécialisés sur le graphisme, sur ce genre de choses et ben je me suis dit: «Waouh, les quand même les gars, c'est pas du tout les mêmes trucs que tu vois sur internet». Que tu sais, c'est un peu le truc qui a été dit, pas mal de fois, c'est-à-dire que: «Ouais, mais en fait les magazines aujourd'hui, tu trouves la même chose sur internet». Et ben, à l'époque en tout cas, ou alors c'est peut-être différent aujourd'hui, notamment pour ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur YouTube, tu trouves énormément de tutos, mais à l'époque, c'était peut-être pas encore trop le cas. En tout cas de tutos vraiment, haute qualité, on va dire. Et c'est vrai que, ouais, j'ai trouvé que les magazines avaient fait un boulot de manière générale pour vraiment essayer de rester, avec de l'information qui soit, ou du contenu qui soit vraiment de bonne qualité là-dessus. Et donc ça implique, tout un boulot justement de mise en page, de recherche graphique, de correspondre à notre cible. Et eux ont des moyens qu'on n'a pas forcément et l'avantage en plus, c'est que, bah, ouais, c'est très visuel, tu vois presque ce qui se passe ou autre. Et si tu sais que ta cible, elle pourrait lire potentiellement ce genre de contenu ou elle pourrait être intéressée par ce type de contenu et ça peut être un magazine, mais aussi un site web d'ailleurs, hein, là-dessus. Tu as plein de choses en fait que tu peux aller voir, tu peux aller, essayer, tester, regarder un petit peu ce qui fonctionne, la façon de parler, de quoi ils parlent et cetera, quoi. C'était vraiment fascinant de découvrir tout ça hier et j'ai envie de creuser et et justement d'être dans l'exploration
un peu chaque jour plutôt que de simplement être en mode pilote automatique. OK, je vais faire ma pub Facebook ou je vais contacter, 20 nouvelles personnes, leur envoyer des messages en mode bourrin et leur demander si elles aiment bien ma musique, tu vois? L'idée, c'est de voir beaucoup plus loin et de se demander: «OK, est-ce que ces personnes-là sont bankable? Est-ce qu'elles ont envie de dépenser pour ce que je fais?» Indirectement, après la musique, il y a plein de manières de monétiser, on sait que c'est difficile, mais et justement, aussi ce qui est intéressant, hem, le dernier point que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'il y a l'audience réelle qui va aimer la musique que je fais, sachant que ma musique, elle est un peu hybride, donc je me positionne entre différents artistes, donc j'essaie de voir un peu quelles sont les audiences de chaque artiste. Mais il y a également l'audience que je rêverais d'avoir. Et donc, si je rêve d'avoir une audience qui lit National Geographic, hem, je dois peut-être légèrement changer ma musique pour qu'elle résonne plus avec ces gens-là. C'est un exemple que je donne, je sais pas, c'est peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais je dois, twister, faire des petits changements dans ma musique pour qu'elle résonne plus avec ces gens-là qu'avec des clubbers, tu vois? Ce côté les ados clubbers, parce qu'en réalité, j'ai du mal à m'identifier avec cette audience-là. Je me dis: «Ouais, c'était moi il y a 10 ans et est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la musique pour des gens comme ça?» Heu, dit comme ça fait méchant, mais a priori non, quoi. Donc il y a une vraie question à se poser et comme tu dis, on peut renvoyer la balle à nos auditeurs et même à toi Seb, heu, à qui on a envie de Ouais, tout à fait. qui est-ce qu'on a envie de servir? Tout à fait, tout à fait. Très intéressant en tout cas. Et toi de ton côté? Alors moi, j'ai bossé sur mes valeurs et toi-même, tu sais, Wesley, que c'est un sujet, qui, m'énervait au plus haut point, dans le sens où je parlais beaucoup de valeurs, quand j'étais plus jeune, tu vois? Quand j'avais entre 16, 18, 20, 21, 22 ans, tu vois? Et puis à force de bouffer du contenu de développement personnel, d'en entendre parler un peu partout, de le voir rabâcher partout, en fait, c'est le genre de terme qui a perdu un peu du sens pour moi. Je me disais: «Ouais, mais en fait, c'est bateau, tout le monde parle de ça», et tu sais, tout le monde en parle de façon un peu, comme si c'était quelque chose d'un peu simple, alors qu'en fait, bah, c'est quelque chose, ouais, qui c'est des grosses questions finalement, en quelque sorte existentielles. Bien sûr. Et je pense que ces derniers temps, j'ai essayé de mettre un peu sous le tapis les questions existentielles pour me concentrer sur le boulot. Et là, avec mon coach, il m'avait donné au début de mon coaching un exercice à faire là-dessus, tu vois? Et puis alors moi, je soupirais quoi, j'étais en mode, «Pouah, ça me fait chier quoi, franchement, j'en ai rien à foutre des valeurs entre guillemets quoi», tu vois? Pour moi, c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose en fait. Et donc il a un peu remonté les bretelles quelques semaines plus tard, slash mois plus tard, quand il a vu que j'avais pas fait ce boulot et il m'a demandé de le faire. Donc je l'ai fait, tu vois? Mais en mode, vraiment, j'avais l'impression de faire mes devoirs, tu vois? Je soupirais, j'étais en mode: «Oh, c'est chiant et tout». Enfin, voilà, faut savoir que, heu, je crois que j'ai à peu près, quasiment pas fait mes devoirs depuis le CE1 parce que pour la petite anecdote, en CE1, j'ai commencé à ne plus faire mes devoirs et la fin de l'année, la maîtresse s'en rend compte et elle me donne 20 lignes à copier, tu vois? Je me dis: «Ne pas faire ses devoirs, toute l'année versus 20 lignes à copier, ouais, le choix est vite fait, quoi», tu vois? Donc ça a été un peu un acte fondateur dans ma vie, tu vois? C'était assez terrible. Donc voilà, donc en bref, j'ai dû faire ça et en fait, force est de constater que j'ai remarqué pas mal de choses intéressantes dans le fait de le faire, tu vois? J'ai remarqué, par exemple, qu'il y a des valeurs que j'avais avant, heu, qui ne sont plus les mêmes, en fait. En gros, l'exercice qu'il m'a donné à faire, c'est en gros, il m'avait donné une liste de valeurs, donc c'est une liste, tu vois, je sais pas, il y a 3 pages, quoi. Et tu vas prendre celles qui te correspondent et parmi celles qui te correspondent, tu vas en garder 5. Vraiment les 5 plus importantes pour toi et après tu vas lister 3 choses, qui font que dans la vie, heu, tu sens que tu vis cette valeur en quelque sorte. Par exemple, l'indépendance pour moi, c'est, quand je n'ai pas contrainte d'emploi du temps. Tu vois? Quand je sens que j'ai pas de contrainte d'emploi du temps, je me sens indépendant, je suis en accord avec cette valeur-là. Hem, quand j'ai et tu vas après lister 3 choses qui font que tu ne vis pas, en fait, cette valeur-là. Par exemple, toujours sur l'indépendance, ne pas parler, bien l'anglais, pour moi, c'est un truc qui fait que je suis dépendant de quelqu'un si je voyage ou autre. Pour moi, Mmh. c'est un problème et c'est pour ça que j'essaie de le régler. Et ce qu'il m'a expliqué après, c'est qu'il m'a dit: «En fait, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive comme émotion est lié à ça, lié à ces 5 valeurs que tu as choisies et dès que quelque chose, va un peu en contradiction avec une de ces valeurs-là, c'est pour ça que tu te sens mal». Et notamment, j'ai la fiabilité, dans mes valeurs et c'est vrai que dès que j'ai un peu un problème avec quelqu'un ou qu'il se passe un souci ou qu'il y a un truc, voilà, où je pourrais me dire que la personne doit penser que je suis pas fiable ou que j'ai pas été fiable, en fait, directement auprès de cette personne-là.
c'est vraiment un des trucs où je me sens le plus mal, tu vois? Et je comprenais pas forcément à ce point-là, tu sais, Ouais, je me posais la question, est-ce que j'étais, trop émotif, trop, je sais pas, tu vois? Ou je me faisais des films ou autre et en fait, ça fait pas mal de sens maintenant que je l'ai fait et maintenant que je me suis rendu compte de ça et ce qui m'expliquait aussi, c'est que du coup, bah, heu, les valeurs rentrent en conflit les unes aux autres. Par exemple, la dépendance, peut aller, contre un peu le côté, sécurité que tu peux avoir, tu vois? Si tu veux, parce que moi dans mes valeurs, j'ai, l'indépendance et la sécurité et bah, en réel, le fait d'être indépendant, c'est pas le moyen le plus sûr du monde, d'être tranquille, d'avoir ton salaire tous les mois et de pas te prendre la tête là-dessus, quoi. absolument. Et après, c'est une question de choix, en fait, et de choisir, bah, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu vas faire? Et voilà, donc c'était juste, un peu mon retour là-dessus. Si, vous êtes un peu dans mon cas où, pour vous les valeurs, c'est quelque chose qui a pas forcément de sens ou vous compreniez pas forcément, bah, je me suis un peu laissé prendre au jeu finalement et c'est vrai que j'en tire quand même quelque chose d'intéressant. Je l'ai noté quelque part, et voilà, donc j'avais envie de le partager parce que c'était un sujet quand même, pour moi et le fait de faire cet exercice, c'était un peu une épreuve quoi, tu vois, sur le coup, quoi. Je l'ai un peu mal vécu. Ouais, ouais. Pour rebondir, rapidement là-dessus, moi j'ai fait également, ma liste de valeurs, il y a peut-être 2 semaines, hem et je me les relis tous les matins et ce qui est bien, c'est on se sent aligné. Enfin, on se sent aligné. Enfin, par exemple, lorsqu'on a une décision à prendre, c'est le fait de se remémorer ses valeurs ou de se les avoir devant les yeux, hein. Moi, je les ai carrément dans une note. Heu, on est beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. On se dit: «OK, j'ai telle valeur, OK, donc je vais faire ça». Ouais. Tu vois? Et si on sent qu'il y a toujours un conflit, bah, c'est peut-être se demander: «Est-ce que j'ai vraiment cette valeur? Est-ce qu'elle est vraiment importante pour moi?» Hem, moi, je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment, mais à condition que ce soit, bah, mis en pratique encore une fois. Que ce soit, implémenté dans la vie, réellement et pas juste, quelque chose d'ésotérique qu'on a dans la tête, c'est cool. Non, c'est vraiment OK. En quoi ces valeurs-là me permettent d'avancer et d'atteindre mes objectifs tout simplement et d'être plus heureux. Ouais, clairement et puis ce qu'il m'a dit aussi et je pense que j'avais besoin d'entendre, c'est que c'est pas figé. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte puisqu'il y a des choses qui étaient hyper importantes pour moi avant et qui ne le sont plus trop aujourd'hui. Tu vois, par exemple, le leadership, c'est quelque chose c'était super important pour moi, quoi. À l'époque où j'avais ma web TV, je voulais vraiment être, la Mmh. personne, tu vois, qui, guide un peu tout le monde, dans la pénombre pour arriver à l'objectif ou autre, tu vois? Et en fait, je me rends plus compte, c'était un truc que j'avais envie de vivre un peu, mais, c'est plus important pour moi, tu vois? J'avais besoin, je pense, de la reconnaissance des gens, de se dire: «Ah ouais, c'est vraiment un leader» ou autre, tu vois? Et en fait, c'est un truc, bah, ouais, donc je l'ai un peu vécu et tout, je cours plus après et c'est pas une réelle valeur, en fait, là-dessus. C'était peut-être un objectif ou quelque chose à faire, mais en tout cas, ça a changé et donc ce que vous écrivez n'est pas figé dans le marbre et je pense que moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, de le voir d'une autre façon donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, si ça vous intéresse, quoi. Au top. Voilà, et ben, on arrive à la fin de cet épisode. Merci Wesley. Vous pouvez du coup nous retrouver sur systemator.tech. Vous avez la possibilité du coup de nous écouter, pareil sur toutes les plateformes que vous utilisez. Mettez un avis si possible sur la plateforme que vous utilisez, s'il y en a. Notamment si vous avez un compte sur Apple Podcast, ça serait top de nous mettre un commentaire slash euh, un avis. Ça serait vraiment génial, ça nous aiderait beaucoup. N'oubliez pas, l'objectif c'est 50 évaluation sur Apple Podcast d'ici le mois de septembre. On va y arriver, on va vous spammer. Donc voilà, on espère que vous êtes avec nous et on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Merci Seb, merci à vous.